Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir une intervention qui est assez pénible à faire dans le domaine du génie climatique. Ça va être le fait de remplacer un moteur dans un gainable. Donc c'est un ventiloconvecteur que l'on trouve dans un faux plafond. Donc les ventiloconvecteurs qui sont en gainable, c'est-à-dire en faux plafond, on les trouve dans les bureaux, dans les immeubles tertiaires. Donc ici c'est un gainable de tube qui peut faire du chaud et du froid donc suivant la saison. Et dans les bâtiments tertiaires, suivant leur taille, il peut y avoir des dizaines voire des centaines de ventiloconvecteurs. Et avec le temps, les pannes arrivent. Donc les pannes les plus courantes, ça va être le moteur qui ne fonctionne plus, c'est-à-dire l'arbre est bloqué et il faut changer le moteur du ventiloconvecteur. On peut avoir aussi comme panne, le ventiloconvecteur fait beaucoup de bruit, c'est-à-dire qu'en vitesse 1 il fait pas de bruit, mais dès qu'on passe en vitesse 2 ou 3, on a la turbine qui touche la tôle ou le moteur qui est bruyant. Et donc c'est aussi une autre panne, donc soit c'est le moteur qu'il faut changer, soit c'est le moteur et la turbine qu'il faut remplacer parce que la turbine est voilée. Donc ça c'est les deux grandes pannes que l'on a régulièrement sur ce type d'appareil là. Après on peut aussi avoir en panne le servomoteur thermique qui ne fonctionne plus. On peut aussi avoir des fuites au niveau des joints car les joints utilisés étaient des joints de médiocre qualité comme des joints fibres. Mais majoritairement lorsque l'on intervient sur un ventiloconvecteur c'est pour remplacer le moteur. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit on a un moteur universel et l'entreprise où tu es veut que tu remplaces le moteur parce que ça coûte moins cher. Ou soit tu remplaces tout le bloc, moteur turbine. Quand je dis que ça coûte moins cher, c'est parce que l'intervention fait partie du P2, c'est-à-dire le contrat de maintenance. Et donc toutes les pièces en dessous d'un certain montant sont pour l'entreprise pour laquelle tu travailles. Donc c'est pour ça que souvent l'entreprise préfère que tu changes que le moteur car c'est moins cher que changer le bloc moteur plus turbine. Donc ça c'est les interventions courantes sur le correctif sur du gainable. Bien sûr il y a aussi le préventif qui va être de faire les filtres. Mais ça on remarquera que sur les très grands sites, c'est souvent une société ou une personne qui fait que du filtre. Donc là, ce que l'on peut voir sur la photo, là, il y a mon curseur de souris, ce sont des bouches. Là, on peut en voir plusieurs. Donc à chaque fois, ça marche par deux. Il y a une bouche de reprise et une bouche de soufflage. Donc la bouche de reprise aspire l'air dans la pièce. Cet air va passer dans le gainable. À l'intérieur, il y a une batterie. Donc soit on est en mode chaud, en mode froid. Donc soit l'air va être refroidi ou réchauffé. Donc là, c'est l'hiver, donc l'air va être réchauffé. Et après, ça va être soufflé par l'autre bouche. Et c'est comme ça qu'on chauffe l'air de la pièce. Donc dans une salle, il peut y avoir plusieurs gainables. 2, 3, 4, 5, ça dépend de la taille de la salle. En gros, il y en a un tous les 2 mètres, tous les 2-3 mètres. Donc le gros souci des gainables, c'est pour ça que c'est au niveau intervention chaud, c'est quand même la misère. C'est que donc c'est en faux plafond. Donc là, tu peux voir une dalle de faux plafond. Là, c'est les très grandes dalles. Et là, ils ont mis donc la bouche là au milieu de cette grande dalle. Et moi, j'ai le gainable qui est ici. Donc il va falloir que j'enlève la dalle pour accéder au gainable. D'ailleurs, on voit que les plaques de faux plafond sont abîmées. Et on va voir aussi que pour les démonter, c'est pas évident. Car bien sûr, quand les gens montent ce genre d'appareil là, ils ne pensent jamais à la maintenance. Donc lorsque j'arrive dans le bureau, je demande à la personne quel est son problème avec son ventiloconvecteur. Donc souvent, soit il ne fait pas de chaud, donc là ça peut être le servomoteur thermique qui ne fonctionne pas, ou soit il ne tourne pas parce que le moteur est bloqué, ou le fusible a grillé. Mais bon, quand le fusible crame, ça veut dire que le moteur est serré. Ou alors la personne se plaint parce que lorsqu'elle met par exemple le ventiloconvecteur en vitesse 2 ou 3, ça fait du bruit. Donc là ce que l'on voit sur la photo, c'est un thermostat. Donc ça c'est un thermostat de la marque Tran. Ici là, on règle la consigne. Ce thermostat a une particularité parce que là on a le mode chaud et ici on a le mode froid. Ici le changeover est manuel. Donc le changeover c'est quoi? C'est que le ventiloconvecteur ici il n'a que 2 tubes. Lorsqu'on a un ventiloconvecteur 4 tubes, il n'y a pas de changeover. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ce même thermostat on peut être amené à faire du froid et du chaud. Sauf que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, lorsque on est ici là en mode chaud, la sortie du thermostat doit se fermer que si la consigne n'est pas atteinte. Par exemple, je demande une température de 20 degrés dans le bureau. S'il fait 18 degrés, eh bien le contact du thermostat sera fermé jusqu'à ce que la consigne de 20 degrés soit atteinte. Lorsque le contact du thermostat est fermé, c'est-à-dire lorsque le contact du thermostat est passant, et ça alimente le servomoteur thermique qui va ouvrir une vanne de voie ou 3 voies, ça dépend. Et ce sont des vannes qui s'ouvrent tout ou rien. Donc ici on est en mode chaud, mais lorsque va arriver l'été, donc les chaudières vont être arrêtées
Et ce que l'on va mettre en marche, ce sont les groupes d'eau glacée. Mais ça va toujours passer par les mêmes deux tuyaux. Et donc là, si je reste en mode chaud, ici je fais passer de l'eau froide. Et si on est par exemple l'été, il fera 25 degrés dans le bureau. Et bien, comme la consigne est à 20, si je reste en mode chaud, le servomoteur ne sera plus alimenté car le contact sera ouvert. Car en mode chaud, la consigne aura été atteinte, c'est-à-dire que j'avais mis une consigne de 20 puis on mesure 25 degrés dans le bureau. Donc en mode froid, ce qu'on va faire, c'est que ce bouton-là, on va le mettre en bas, là où il y a le glaçon, là, le flocon de neige. Et donc en mode froid, ça va marcher à l'envers. C'est-à-dire que si je mets une consigne de 20 et s'il fait 25 dans le bureau, eh bien tant que la consigne ne sera pas atteinte, c'est-à-dire tant qu'on ne sera pas à 20, le contact restera fermé. Et donc le servomoteur thermique sera alimenté et la vanne s'ouvrira et restera ouverte. Donc bien sûr en été, on ne met pas une consigne de 20, on va plutôt mettre une consigne de 24 degrés. Et l'hiver, on va mettre entre 21 et 22 degrés, ça dépend des gens qu'il y a dans le bureau. Donc c'est ça le changeover, ça permet de faire fonctionner un thermostat, le même thermostat, pour faire du chaud ou du froid. Il y en a un, ça marche dans un sens et l'autre, ça marche dans l'autre sens. Ici, là, on a le bouton on-off et ici, on a les 3 vitesses du ventiloconvecteur. Donc moi, lorsque j'arrive dans un bureau, par exemple, si la personne me dit que son ventiloconvecteur ne fait plus de chaud, déjà, la première chose que je regarde, c'est que le bouton soit bien sur on, donc sur 1, que ce bouton-là soit bien en mode chaud. Et là, après, ici, là, j'ai 1, 2, 3 vitesses. Je vais tester les 3 vitesses pour voir déjà si j'entends le bruit de la turbine, car un ventiloconvecteur ça fait du bruit, même très léger, tu entends la machine fonctionner, en tout cas cela. Et après je vais tourner le bouton de thermostat pour entendre le clic. C'est mécanique, il n'y a pas d'électronique, en tout cas le contact est mécanique et on l'entend basculer. Je mets le thermostat à fond, donc là je suis en mode chaud, donc je vais le mettre à 30 pour être sûr qu'il soit en dormant, c'est-à-dire que le contact soit passant et que le servomoteur thermique qu'il y a au niveau du ventiloconvecteur soit bien alimenté. Donc une fois que tout ça c'est bon, et bien après je vais aller voir dans le faux plafond le ventiloconvecteur. Et donc pour soulever cette dalle de faux plafond pour accéder au ventiloconvecteur, donc là tu peux le voir, là où il y a ma souris, ça c'est un ventiloconvecteur qui est fixé sur le plafond. Et donc ce ventiloconvecteur il est monté en gainable. Donc je le répète, un gainable c'est lorsque l'appareil est fixé entre le faux plafond et le plafond. Il est caché, on ne le voit pas, on voit juste les bouches de reprise et de soufflage. Donc pour ça tu as besoin d'un escabeau et souvent il faut un grand escabeau, au moins 7 marches, voire plus suivant les bâtiments. Donc là je soulève la dalle. Le souci de cette dalle là c'est que tu as la bouche qui est ici avec la gaine qui est là. Donc il faut essayer de soulever la dalle sans la casser. C'est pas évident car on verra que ici ils ont mis un système de fixation qui fait que c'est la misère à déplacer. D'ailleurs on peut voir un petit peu les rails qui permettent de tenir cette bouche là. Le but de mettre une bouche comme ça c'est surtout qu'elle ne tombe pas sur l'utilisateur qui est en dessous, car dessous il y a des bureaux. Donc là on voit que j'ai enlevé une dalle et là on peut voir le ventiloconvecteur. Mais on voit aussi que là il y a un rail et c'est un rail porteur du faux plafond, car ici sous le ventiloconvecteur il y a mon moteur et ma turbine. Donc dans ce cas là je dois démonter le moteur. Donc là dans ce cas là le moteur est mort, il faut que je le change et donc pour ça il faut l'extraire. Donc ici là tu as la bouche de reprise car on arrive ici là à l'arrière du ventiloconvecteur. Dedans tu as le moteur et la turbine donc qui vont respirer l'air qui passe ici là et le soufflage va être de ce côté là et après on dirait que ça va ici à cette bouche ici là qui est le soufflage. Donc là il y a deux méthodes. La première méthode c'est tu démontes cette plaque là pour accéder au moteur et soit tu enlèves le moteur sur place, tu remets un neuf sur place ou soit tu enlèves le bloc moteur plus turbine et tu vas te le changer tranquillement à l'atelier. Donc moi comme je suis pas trop habitué sur les petits ventiloconvecteurs car les méthodes ne sont pas pareilles sur les gros ventiloconvecteurs, c'est-à-dire des ventiloconvecteurs qui sont beaucoup plus longs, j'ai décidé d'enlever la turbine et le moteur. Donc là on voit qu'ici ce rail porteur va me faire chier car lorsque je vais enlever la trappe là, je vais me rendre compte qu'il y a une malfaçon sur la pose du ventiloconvecteur car ici là cette plaque là, d'ailleurs on peut les percevoir un petit peu ici là, on a des vis qui ont été mis du côté soufflage, vis autoforeuses qui traversent la plaque ici qui fait que je ne pourrais pas enlever cette plaque là, je pourrais juste l'enlever ici et la faire descendre un petit peu. Mais ici j'ai le rail qui va me faire chier. Donc on va le voir après. Donc ici là j'ai débranché le tuyau des condensats. Donc les condensats sont évacués ici. Donc ça c'est valable que lorsque le ventiloconvecteur est en mode froid. Car en mode froid il fait aussi de la déshumidification. L'humidité dans l'air condense donc il faut l'évacuer. Et ici là on a le raccordement électrique. Donc là sur cette photo on peut voir comment il fixe la bouche. Donc de reprise de soufflage. Donc ils utilisent des charnières. C'est du rail de plaquiste je crois. En tout cas du rail pour les faux plafonds. Donc on voit qu'ici là ils ont mis une barre de ce côté là, une autre barre de l'autre côté, ils ont mis une autoforeuse pour pouvoir plaquer la bouche
Sur la plaque de faux plafond, ils ont pris là, donc c'est la cornière, il me semble, de faux plafond. Ils l'ont mis comme ça sur toute la longueur. Et là, ils ont mis du ruban là, donc j'ai oublié le nom. Et ils l'ont bien sûr attaché au plafond. Le but, c'est que si la dalle, par exemple, si de l'eau coule dessus, la dalle mouillée va se fissurer, voire se casser en deux. Le but, c'est que la bouche ne tombe pas sur la tête de l'utilisateur, que la bouche soit retenue par cette bande métallique qui est fixée au plafond. Donc c'est exactement la même chose aussi pour les luminaires. Ils sont fixés par un filin au plafond au cas où le faux plafond tomberait. En gros, tout ce qui est lourd ou relativement lourd est fixé au faux plafond au cas où. Comme ça ne peut pas tomber sur la tête de l'utilisateur du bureau. Et donc, pour accéder au moteur et à la turbine, je dois tomber cette plaque ici là. Donc cette plaque en réalité c'est le bac des condensats. Donc il faut que j'enlève ces deux vis là pour enlever la protection électrique. Donc là on va avoir tout ce qui est raccordement électrique du ventiloconvecteur. Donc je ferai une vidéo plus tard sur le câblage d'un ventiloconvecteur avec son thermostat. Donc c'est quelque chose d'assez basique à faire. Donc une fois que ça c'est enlevé, on accède au porte-fusible. Donc ici c'est un porte-fusible. Donc bien sûr il faut l'ouvrir et enlever son fusible. Par sécurité, il faut couper l'alimentation électrique. Une fois que ça c'est fait, donc on va le voir après sur la photo suivante, mais ici et ici, il y a un système de fixation. Donc là, il suffit de prendre un tournevis et d'écarter la petite languette, c'est-à-dire l'écarter plutôt la serrer pour pouvoir ouvrir la plaque. Donc ça va marcher sur ce côté-là et ce côté-là, mais ce côté-là et ce côté-là, je ne pourrais pas le faire car ici, il y a des autoforeuses qui viennent de l'autre côté et qui ont vissé la plaque. Donc je ne peux pas l'enlever de ce côté-là. Donc sur cette photo, on peut voir que j'ai enlevé la protection électrique, c'est-à-dire le petit coffret là de protection. Donc là, j'ai le porte-fusible qui est ouvert. Donc là, j'ai ouvert la trappe. Donc comme j'ai dit ici, là, on peut le voir, là, le système de fixation qui est là. Là, j'ai la petite languette que j'ai serrée, ce qui m'a permis donc de le faire entrer comme ça et de passer la plaque comme ça. Et donc quand je vais le remonter plus tard, eh bien je vais faire en sens inverse, c'est-à-dire que là, quand la languette va être enfoncée, je vais l'écarter. C'est ça qui retiendra la plaque. Donc là, on voit que j'ai fait descendre la plaque. Donc de l'autre côté, je peux pas le démonter à cause de ces saloperies d'autoforeuses. Donc ça, c'est une malfaçon parce que ça, c'est pas normal. Hein. Et on peut voir que là, j'ai le rail porteur du faux plafond, donc je ne peux pas l'enlever. Et on peut voir que là, j'ai le moteur et la turbine. Donc on voit qu'il n'y a pas beaucoup de place et que pour l'enlever, ça va être difficile. Ici, là, on a une tige là. Et au-dessus de cette tige, on le voit pas, mais il y a le filtre. Car bien sûr, dès qu'il y a une batterie, il y a obligatoirement un filtre à l'aspiration. C'est obligatoire. Donc là, c'est ce que je voulais montrer là. Donc là, tu vois là il y a le système de fixation, le système de verrouillage du bac à condensat. Et là, on voit que là, de l'autre côté, je sais pas pourquoi, mais là, ils ont mis des autoforeuses. Et on voit que là, l'autoforeuse, à part la couper à ras avec un outil adapté, je ne peux pas l'enlever car il faudra aller du côté du soufflage, côté du plénum là. Et donc là, c'est condamné là. Donc je suis obligé de faire sortir le moteur et la turbine de ce côté-là. Donc là, comme ça faisait très longtemps que j'avais plus fait un ventiloconvecteur, j'ai décidé d'enlever l'ensemble moteur et turbine. Là, si ça sera à refaire sur du petit ventiloconvecteur, une fois que tu as la technique, c'est d'enlever que le moteur. Mais ça, on le verra dans une autre vidéo ou plus tard. Mais on peut le faire directement sur place. Bon, c'est galère. Hein. C'est clair que c'est galère à faire, mais c'est possible. Donc ici, là, je vais enlever tout l'ensemble parce que tout l'ensemble, le moteur et la turbine, est fixé sur cette plaque là qui traverse tout le ventiloconvecteur. Donc d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais ça semble logique. Ça, c'est fixé ici et ici. Là, tu as des trous, tu as deux vis. Donc là, je l'ai déjà fait tomber là. Donc j'ai enlevé les vis ici et de l'autre côté. Donc comme ça j'ai pu faire tomber la plaque avec dessus le moteur et la turbine. Maintenant je vois que là, tu vois, là ça bloque là. Donc pour pouvoir l'enlever, je vais devoir enlever cette tige là où il y a le filtre. Forcer un peu là sur la plaque d'un côté pour la tordre pour pouvoir faire passer l'ensemble moteur-turbine. Sachant que le rail je l'ai un peu tordu. Mais ce rail là n'aurait jamais dû être ici. Donc à noter, je l'ai pas dit, mais pour pouvoir enlever le moteur, il faut le décabler électriquement. Donc pour faire ça, bon ça j'ai déjà dit, il faut couper le courant. Et ici là, il faut repérer les conducteurs qui étaient raccordés ici sur le bornier. Donc il faut savoir que sur les ventiloconvecteurs, en principe, ici là, tu as le schéma électrique de principe. Donc là sur cette photo, tu peux voir le schéma électrique de principe. Donc ici, c'est le thermostat qu'il y a dans la pièce. On peut voir les trois vitesses là, 1, 2, 3. Là on peut voir le mode froid, le mode chaud, donc ça c'est le changeover manuel, et ça c'est le bouton on-off ou le thermostat, la consigne lorsqu'elle est atteinte ou pas. Là on voit donc ici là, grande vitesse c'est le conducteur noir, moyenne vitesse c'est le conducteur violet, petite vitesse c'est le conducteur rouge. On voit qu'entre le 6 et le 7 on raccorde le servomoteur thermique que j'ai dû débrancher parce que le câble il avait entouré autour
autour de la turbine, ou en tout cas autour du carter de la turbine. Donc j'ai dû le débrancher et l'enlever. Et on voit que le nœud est raccordé en 1. Donc j'ai débranché donc la terre, le nœud, le bleu, le noir, le violet, le rouge. Et le 6 et le 7, le câble du servomoteur thermique. Donc on voit que le câblage est relativement simple. Donc à noter, je l'ai pas dit, mais ce ventiloconvecteur, c'est un VPN 30G de la marque Wesper. Et il a l'air de dater de 2001. Je fais la vidéo en 2019, donc il a 18 ans. Donc on peut voir que ce sont des appareils quand même assez robustes. Et donc une fois que j'ai sorti l'ensemble, donc le bloc avec le moteur et la turbine, je l'amène à l'atelier donc pour enlever le moteur pour pouvoir le remplacer par un moteur universel. Donc là ici tu peux voir le moteur qui est en monophasé, à l'intérieur on a la turbine, on voit que la turbine on ne peut pas l'enlever car ici c'est riveté, si on peut l'enlever il faut casser les rivets. Donc ici je vais changer que le moteur, je vais utiliser un moteur universel. Il faut savoir que des fois il faut changer tout l'ensemble parce que la turbine à l'intérieur est voilée et lorsqu'elle est trop voilée, eh bien t'as beau faire ce que tu veux, on le verra après sur les réglages, quand tu es en vitesse 3, eh bien ça touche la tôle et ça fait du bruit. Donc là ici je vais prendre un moteur universel, je vais prendre le risque, donc je verrai après si ça fait du bruit ou pas. Donc là ici on voit le système de fixation du moteur et donc ce système de fixation là je le trouve intéressant par rapport à l'autre que l'on verra sur le moteur universel. Donc à noter, je le précise, ici c'est un petit ventiloconvecteur. Donc ça veut dire quoi un petit? Ça veut dire qu'ici il n'y a qu'une turbine. Sur ceux qui sont un peu plus grands tu peux avoir 2 turbines et sur ceux qui sont très grands tu peux avoir 3 turbines. Et c'est pas du tout le même mode opératoire car des fois tu as les tuyaux qui passent à travers cette plaque là, donc ça c'est le support de la turbine et du moteur et donc tu peux pas la démonter car si tu vas démonter il faut complètement déraccorder le ventiloconvecteur hydrauliquement et là c'est pas la même musique. Donc souvent ce que l'on fait c'est que ici il y a des vis, on démonte tout là et on fait ça sur place. Donc quand on l'a jamais fait c'est vraiment une misère à faire, c'est très long, c'est très chiant, il faut être hyper patient. Donc là c'est un petit, c'est le plus facile à faire car là j'ai tout enlevé, il n'y a pas de tuyau qui m'empêche d'enlever le bloc moteur turbine et donc ce vieux moteur là il faut que je le remplace. Donc là tu as un petit zoom sur la plaque signalétique du moteur, donc tu peux voir que c'est un moteur monophasé de 130 volts qui consomme 0,28 ampères, qui tourne à 900 tours minute, qui a une protection thermique. On peut voir donc en haut à droite, le bleu c'est le commun, le rouge c'est la petite vitesse, le violet c'est la moyenne vitesse, le noir c'est la grande vitesse. Que sur le conducteur jaune et vert, tu as un condensateur de 1,25, je crois que c'est 10 microfarad. Je m'en souviens plus, mais ça on le verra plus tard dans la vidéo. Et ce qui est très intéressant sur ce moteur là, c'est que en bas à gauche, où il y a marqué CL de point B, on a une flèche qui indique le sens de rotation du moteur. Donc ça c'est très important car sur le moteur universel que je vais utiliser, je n'ai pas le sens de rotation du moteur et le moteur que je vais utiliser a un arbre qui traverse de part en part le moteur, c'est-à-dire que ce moteur là on peut l'utiliser sur un ventiloconvecteur, une turbine ou 2 turbines, une de chaque côté du moteur. Donc ici comme on a pu le voir, c'est un ventiloconvecteur qu'avec une turbine. Et donc là on peut voir la plaque signalétique du nouveau moteur que je vais utiliser. Donc on voit déjà qu'il consomme 0,6 ampères, qu'il tourne à 1100 tours minute, donc il tourne un peu plus vite. Donc c'est la même chose, il a une protection thermique intégrée. Son condensateur fait 3,15 microfarad. Donc on voit que ce moteur là consomme un peu plus et tourne plus vite. Donc là j'ai pris une photo sur le côté. Donc là tu as ici là où il y a mon curseur de souris, donc BL c'est le blue, c'est la line. Donc ici là il marque L. Donc BK c'est le black, c'est la vitesse 3, le VI c'est le violet, c'est la vitesse 2, donc médium, et le R c'est le red, c'est la vitesse basse, low. On le voit là, rouge, violet, noir et bleu. Donc, ce qui est marrant c'est que là, bleu, line, L, c'est le neutre, il me semble. Donc on le verra plus tard dans le raccordement. Et donc là, ce que je voulais montrer ici, là, donc là on voit le moteur, là. Donc dessous il y a son condensateur. Et ici, là, on a le supportage du moteur, donc c'est vendu avec. Et ici, on a un système de fixation métallique. Et pour l'enlever, là, c'est assez difficile. Il faut appuyer très fort vers le bas et le soulever en même temps pour pouvoir le déclipser. Donc c'est pour ça que je disais que l'autre système de fixation est beaucoup mieux, beaucoup moins chiant à mettre et à enlever. Celui-là, il est vraiment très chiant à mettre et à enlever. Et donc là, ce que je voulais montrer, c'est que l'arbre ici, là, traverse tout le long du moteur. Donc c'est un moteur, on peut mettre une turbine à gauche, une turbine à droite. Donc moi ici, j'ai besoin que d'un seul arbre, parce que je vais mettre qu'une seule turbine. Donc il va falloir que je le coupe, l'arbre, à la scie à métaux. Mais avant, il faut absolument que je repère le sens de rotation du moteur. Car une turbine ne peut tourner que dans un seul sens pour qu'elle fonctionne correctement. Car je rappelle qu'il y a 2 types de turbines. Il y a les turbines à action et les turbines à réaction. Et la forme de leur pale, c'est-à-dire
leur orientation est différente. Donc ça c'est la turbine. Donc là j'ai pris une photo donc de l'autre côté de la plaque là, car de l'autre côté on a ici là, le moteur et son arbre ici, bon on le voit pas bien sûr. Donc ça on peut l'appeler aussi un ventilateur centrifuge, et ici c'est à action. Ici là c'est une turbine à action. Donc le sens de rotation, donc mon curseur de souris ici, ça va être de ce sens-là. D'accord, ça tourne comme ça. Ça tourne comme ça. On remarquera que les pales sont orientées vers le bas. Ça, c'est les pales. Ça, c'est une pale. On voit que la pale est orientée vers le bas. On remarquera aussi qu'il y a beaucoup de pales. Il y en a beaucoup. Alors que sur la turbine à réaction, il y en a beaucoup moins. C'est beaucoup plus gros, beaucoup plus massif. Ici, on voit que ces pales, il y en a un paquet là. Donc c'est comme ça qu'on les reconnaît, les turbines à action. Les pales sont inclinées et vers l'avant. On voit qu'entre les deux c'est assez étroit, qu'elles sont fines et qu'il y en a un paquet, là. Il y en a un grand nombre. Donc pour mieux voir là les pales qui sont orientées vers l'avant, j'ai pris une photo de côté. On voit que c'est comme ça là. On voit l'orientation et ça tourne dans ce sens-là, comme ça tourne. Hop, ça tourne dans ce sens-là, donc sur la photo là, lorsqu'on regarde l'écran en face, ça tourne. Alors on voit mon curseur de souris qui tourne, c'est dans le sens ici là, ça serait dans le sens anti-horaire, comme ça. Mais ça tourne comme ça, les pales sont orientées vers l'avant, et donc moi il faut que je contrôle mon moteur universel et que je mette la turbine sur le bon arbre, dans l'arbre qui tourne dans ce sens-là. Car sinon ça ne marchera pas. Si on la fait tourner dans l'autre sens, il y aura très peu d'air qui passera. En tout cas au niveau du refoulement, il n'y aura pas grand chose. Et si tu veux voir les autres turbines donc à réaction, eh bien tu vas les trouver dans les centrales de traitement d'air, dans les CTA. Donc j'ai fait quelques vidéos dessus. En gros, les turbines à réaction, ce sont des grosses turbines pour des débits assez importants. En tout cas, des débits qui n'ont rien à voir avec des débits d'une turbine à action, comme par exemple les petits débits qui peuvent sortir d'un ventiloconvecteur. Et donc je prends mon moteur universel et je le raccorde électriquement par le biais d'un câble sur une prise et j'envoie le jus pour repérer le sens de rotation de l'arbre. Donc une fois que j'ai mon sens de rotation sur mon moteur universel, ce que je vais faire, c'est que pour la vidéo, j'ai pris un autre bloc moteur turbine qui fonctionnait mais qui faisait du bruit. Je vais envoyer le jus dessus pour voir dans quel sens tourne la turbine. Donc c'est une autre turbine avec un moteur que j'ai enlevé d'un autre ventiloconvecteur qui était donc ingainable pour constater son sens de rotation. Là je le mets en marche. Donc on a pu voir que le sens de rotation, donc on voit mon curseur de souris, c'est bien dans ce sens-là. Lorsque l'on regarde la turbine de ce sens-là, donc là on est dans le sens anti-horaire. Ça tourne comme ça. Donc maintenant que je connais le sens de rotation du moteur universel, il va falloir que je positionne mon moteur universel de telle sorte que, donc il faut qu'il soit de ce côté-là, et que ça tourne comme ça, dans le sens anti-horaire. Donc maintenant il faut que j'enlève le moteur qui est HS. Donc je vais desserrer la vis ici et ici pour pouvoir enlever les fixations du moteur. Donc là on peut voir que j'ai enlevé les fixations. Donc ces fixations là sont bien, elles sont beaucoup mieux que celles qu'il y a sur le moteur universel. Et d'ailleurs je vais les récupérer pour pouvoir le fixer après. Donc après ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les 4 vis qui vont tenir le carter de la turbine sur le petit châssis là. Donc là ce que je fais c'est inutile. On peut le faire sans le démonter. On peut changer le moteur sans avoir besoin de démonter ça, mais bon, comme ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, je l'ai démonté complètement et je me suis rendu compte que ça servait à rien. Donc là, j'ai enlevé donc le moteur et le petit carter de la turbine là, donc la volute. Et donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est desserrer la vis qu'il y a sur la turbine. Cette vis permet de bloquer la turbine sur l'arbre du moteur qui est ici. Là. Donc pour faire ça, il faut une clé Allen qui est assez longue. On passe à travers 2 pales de la turbine et ici là on le voit là il y a cette petite vis là, donc il faut la desserrer. Donc souvent elle est très fortement serrée, il faut un outil comme une pince multiprise pour faire effet de levier pour pouvoir la desserrer. Donc il faut la desserrer de un tour hein. Donc moi je l'ai complètement dévissée cette vis là. Le problème c'est quand tu la dévisses complètement, après elle tombe dans le carter de la turbine, après il faut aller la récupérer. Donc c'est pour ça que lorsqu'on le fait en position, il faut le desserrer de un tour et c'est largement suffisant. Donc moi je l'ai complètement desserrée, donc on voit à quoi elle ressemble et il faut surtout pas la perdre car on va
en avoir besoin pour pouvoir osciller la turbine sur l'arbre du nouveau moteur. Et donc là, j'ai enlevé le vieux moteur qui est mort. Donc on le voit, c'est un moteur avec juste une tige qui sort de ce côté-là. Et là, c'est le moteur universel, donc c'est un Elco. Et on voit que lui, sa tige passe des deux côtés. Donc il va falloir que je passe le moteur dans le bon sens pour que ça tourne dans le bon sens. Pour après pouvoir scier l'arbre qui dépasse ici. Car sinon, je ne pourrais jamais le rentrer dans le ventiloconvecteur. Donc là, j'ai réussi à dévisser cette petite vis qui est à l'intérieur. Là, je sais pas si on la verra. Donc surtout pas la perdre. La turbine, là, je vais pas la sortir. Donc là, j'ai sorti le moteur. Là, je vais utiliser une sorte de moteur universel. À part que je coupe ici la scie à métaux, donc il ne faut pas que je me trompe sur le sens de rotation, parce que ça, tout ça c'est dérivé, donc je vais pas les casser. Donc voilà. Là, je vais enlever les fixations ici, là, pour pouvoir mettre le moteur ici. Donc maintenant que j'ai enlevé le vieux moteur qui est mort, je vais enlever là ces deux fixations là pour prendre le moteur universel. Donc bien sûr, j'ai repéré le sens de rotation, donc je sais exactement où je dois passer mon moteur. Je veux dire par là dans quel sens. Et lorsque je le mets donc sur le support qu'il y a ici, je constate que, eh bien, on peut voir que j'ai un demi-centimètre de trop là. Donc je me dis comment je vais faire pour que cette partie là soit ici, car pour mettre les fixations, il faut que, comme on peut le voir sur la droite, cette partie-là est bien dans l'axe d'ici, car c'est ici que je mets ma fixation là, avec la vis que je serre. Donc il y a deux solutions. La première, c'est pas la bonne, hein, c'est la mauvaise. On le voit des fois sur certains ventiloconvecteurs. Ici, la tige est tordue pour pouvoir rentrer là, ce support là. Mais en réalité, il n'y a pas besoin de faire ça. Ces petits supports là, on va le voir, ils sont mous. Donc là, on le voit là, ce support là, on peut l'enlever du moteur et on voit que c'est une sorte de mousse. Et donc ça veut dire que je peux appuyer dessus, sur celui-là aussi, pour pouvoir le rentrer donc ici, pour qu'il soit dans l'axe comme ici là. Et après, je peux mettre mes fixations sur le support. Alors, comme c'est un moteur universel, il y a quand même une marge de tolérance. D'accord, donc là on voit que c'est j'ai pas assez de place. Par contre, c'est tout mou là, tu vois. Là, il y a un collègue que je l'ai appelé, il m'a dit que je pouvais l'enlever et tout là. On le voit, c'est mou. Donc ça veut dire que je peux gratter 2-3 mm de ce côté-là et 2-3 mm de ce côté-là. Donc vu que là il n'y a pas d'embrouille, ça tourne nickel. Donc ici, je vais pouvoir appuyer dessus sans avoir besoin d'autant de ça. Donc là j'en ai mis un. Et là je vais mettre le deuxième, il faut que je récupère, on voit c'est mou là. Je récupère 5-6 mm, ça va le faire. En tout cas, ce système de fixation là est beaucoup mieux que celui-là. Il n'y a pas photo. Donc là, il est bien serré. Là, il est bien serré. Donc on voit qu'il ne bougera pas. Nickel. Donc maintenant, j'ai plus qu'à mettre la turbine. Donc la flèche que j'ai mise ici correspond bien à la flèche que j'ai mis sur le carter là, de la petite turbine là. Surtout pas se tromper. Ça c'était le support neuf, mais je le prends pas parce que c'est riveté. Maintenant je vais mettre ça là-dedans, sans perdre ça, sans perdre cette petite vis là qui sert à fixer la turbine. Donc là j'ai mis l'arbre du moteur dans la turbine. On voit que l'arbre, je peux le faire tourner dans la turbine parce que j'ai pas encore mis la petite vis de blocage. Donc là, ce que je vais faire avant de mettre la petite vis de blocage, je vais remettre les vis ici et ici. Après, il faudra pas que j'oublie de couper l'arbre. Maintenant, il faut que je mette cette vis là à l'intérieur. Donc je vais la faire passer par le côté pour bloquer la turbine et je vais la régler là. Là, elle n'est pas réglée là. Là, il faut que je coupe ici. Et donc, lorsque je mets la turbine, je l'ajuste. C'est-à-dire que je la mets à une position où, lorsqu'elle tourne, elle ne doit pas toucher les bords du carter, de la volute. Faut surtout pas qu'elle touche la ferraille parce que sinon, fonctionnement, ça va faire un bruit infernal. Donc, souvent, lorsque l'on met cette turbine, lorsqu'on l'ajuste, en première vitesse, ça passe bien. En seconde vitesse, ça passe. Mais c'est souvent en troisième vitesse où les problèmes apparaissent, car si la turbine est un peu voilée, avec le balourd, ça peut toucher. Sachant que là, le moteur que j'ai, c'est un moteur universel avec un axe, une tige qui traverse le moteur de part en part, et lorsque je vais la couper, ça peut créer aussi un petit balourd. Donc là, je la fais tourner à la main, donc je vois que ça touche pas. Donc ce que je vais faire après, c'est que avant de couper l'axe, je vais envoyer le jus sur le moteur pour voir si ça tourne déjà dans le bon sens, au cas où je me serais trompé. Car bien sûr, une fois que l'arbre du moteur est coupé, c'est trop tard s'il y a une erreur.
tourne dans le bon sens, il n'y a plus qu'à couper ici et le monter. Et donc maintenant que j'ai contrôlé le sens de rotation de la turbine, on a pu entendre le bruit, ça soufflait assez fort. J'étais en vitesse 3 et j'ai pu constater que la turbine ne touchait pas la volute, ne touchait pas le carter de la turbine, donc il n'y avait pas de bruit. Et bien à partir de ce moment-là, je peux couper l'arbre du moteur qui dépasse, comme on peut le voir sur la photo. Et après, je peux refaire un test, c'est-à-dire le rebrancher sur une prise pour voir si la turbine n'a pas bougé et que lorsqu'elle tourne, elle ne touche pas la tôle. Et donc l'enlever ça a été difficile, mais le remettre ça a été encore plus difficile. Donc là j'ai remis l'ensemble moteur turbine à sa place. Donc là on voit que j'ai mis les vis ici et ici. Donc là je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ici c'est la batterie, c'est l'échangeur. Alors je vais rajouter quelque chose de très important. Lorsque je vais remonter mon bloc moteur plus turbine, donc qui est sur son châssis, donc là on le voit là, la trace du châssis qui est ici là, et on voit les trous là où les vis vont passer. Ici là il y a une sorte de petite tige là, petite languette je veux dire, et le bloc moteur donc qui est sur son châssis, on a deux petits trous sur les extrémités et on doit faire entrer ces trous dans cette languette là. C'est-à-dire qu'une fois que c'est bien mis, quand tu lâches ton bloc moteur, il tient tout seul et après tu le visses. Si c'est mal mis, il tiendra pas tout seul. Et donc le gros souci c'est que pour faire ça, eh bien tu vois là, ça passe à côté de la batterie là. Donc ça c'est un échangeur, donc ça c'est la batterie. Le problème c'est qu'il y a ces saloperies qu'il y a ici là. Ici, il y a une petite languette et je crois qu'il y en a une en haut. Et donc, pour pouvoir passer le bloc moteur, tu pourras pas le passer facilement. C'est-à-dire que moi, là, pour pouvoir le faire, j'ai pris le marteau et je l'ai aplati. Sur la dio, ici, là, la même chose et de l'autre côté, la même chose. Comme ça, tout seul, j'ai pu passer tout l'ensemble ici, là, mettre le petit trou là du châssis à l'intérieur de cette languette-là pour que ça tienne. Et après, j'ai vissé. Car sans aplatir cette languette-là, à cause de ça, là, à cause de l'échangeur, ça bloque et ça ne passe pas. Donc ça, il faut le savoir. Moi, j'ai aplati ici, ici, ça rentre nickel, ici, et après, il n'y a plus qu'à visser. Donc, quand on enlève le bloc moteur plus turbine, ça peut être galère à remonter. Donc là, sur le bloc moteur, sur son petit châssis, là, le trou que je parle, que l'on emboîte dans la languette, c'est celui-là. On l'a de chaque côté. Une fois que tu l'as emboîté, ça tient tout seul et t'as plus qu'à visser sur les côtés. Là, j'ai fait le câblage, j'ai remis le jus, car avant de remonter la plaque, je vais faire un test en réel. Comme c'est la misère à démonter, je préfère m'assurer que ça fonctionne. C'est la petite vitesse. Là c'est la vitesse 2. Ça c'est la vitesse 3. Donc après ici il faut mettre le filtre et après boucher ce trou là avec la petite plaque là qui donc bouche ce trou là et qui tient le filtre, car il faut pas que ça aspire ici hein, car là ici là on a la gaine d'aspiration, ça passe ici et après ça passe par le filtre et après on rentre ici là dans la batterie. Donc là on peut voir que j'ai bien fermé le bac des condensats ici et ici. Donc là on peut voir que ici là j'ai mis le filtre, donc le média. Donc c'est du filtre basique hein, c'est juste pour protéger la batterie de la poussière donc pour pas qu'elle se colmate hein, c'est du G4 ça. Et donc là il me reste à mettre la plaque. D'ailleurs on peut pas se tromper car là il y a un petit comme un détrompeur là. Ici, ça s'emboîte. Et donc là, on peut voir que la plaque que je l'ai mise. Bien sûr, il faut surtout pas oublier de remettre le tuyau d'évacuation des condensats, sinon on risque d'avoir de mauvaises surprises lorsque l'on va passer les ventiloconvecteurs en mode froid. À noter ici, là, on peut voir le servomoteur thermique. Et bien sûr, les tuyauteries sont calorifugées. Et donc après, il me reste plus qu'à remettre toutes les plaques, car l'intervention est pratiquement terminée. C'est-à-dire qu'après, il reste à faire les papiers. C'est bon. Donc là il y a le supportage qui tient ça, qui tient la bouche. Là on va ici. Donc
Donc le faux plafond est remonté, les plaques elles sont un petit peu abîmées, mais bon, on a pu voir que le gars qui a fait le faux plafond s'est pas posé la question où il devait mettre son reporter par rapport donc au ventiloconvecteur. Bon après peut-être que c'était pas possible, mais on a pu voir qu'on ne pouvait pas ouvrir cette saloperie de trappe. Donc ça arrive souvent ce genre de truc, c'est pour ça que les ventiloconvecteurs engainables, c'est souvent la misère à dépanner à cause de ça. C'est galère, il faut un escabeau. Les dalles de faux plafond peuvent être très grandes, on peut les abîmer, on peut les casser. Souvent il y a des bureaux juste en dessous, sur les côtés, donc c'est pas un boulot, on va dire tranquille. C'est assez galère à faire. Donc là on a vu la première méthode où j'enlève le bloc moteur et turbine, mais bon c'est pas trop la bonne méthode. La deuxième méthode est mieux, c'est-à-dire qu'on change le moteur directement dans le ventiloconvecteur, dans le gainable. Donc il y a une technique, car je l'ai pas montré dans la vidéo, mais toutes les volutes sont percées, et justement le but de ce trou là, c'est de pouvoir passer une clé Allen pour pouvoir dévisser la vis pour débloquer la turbine en position. Donc ça on le verra sûrement dans une prochaine vidéo. En fonctionnement, ce trou est bouché par du scotch alu. Et je rajouterai que si tu as jamais fait du ventiloconvecteur, eh bien entraîne-toi sur du petit, car après sur les grands ventiloconvecteurs, c'est-à-dire les grands gainables, où il y a 2 voire 3 turbines, eh bien souvent il faut être 2 pour pouvoir faire le travail. Et il faut être aussi hyper patient, car c'est beaucoup plus dur à faire sur les grands que sur les petits.